Donc, je partirai d'un constat simple. La formation, l'enseignement, et notamment l'enseignement supérieur, est la clé, une des clés de la compétitivité d'un pays, et donc de sa prospérité. Là où l'enseignement supérieur est d'excellence, la compétitivité est forte. Ainsi, la Suisse, la Suède, la Hollande, les États-Unis, le Canada, pour ne citer que ces pays. Dans le classement de la compétitivité, les entreprises françaises, aujourd'hui, sont en mauvaise position. On n'en déduira qu'en amont, probablement, l'enseignement français supérieur n'est pas excellent. Que se passe-t-il donc dans ce small world? En France, les enseignants-chercheurs titulaires sont d'entrée détenteurs d'un poste à vie. Dès leur prise de fonction, ils sont fonctionnaires, ils sont agents permanents de l'État. Recruté entre 23 et 27 ans, l'enseignant-chercheur est en poste jusqu'à sa retraite, et dans l'immense majorité des cas, dans le même établissement. Exceptionnels sont en effet ceux qui sont recrutés et qui ont vu casser leur engagement, principalement au motif de problèmes pénaux qui n'ont donc rien à voir avec la question de la recherche. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Hollande ou en Suisse, avant d'être titularisé, là où la titularisation est encore possible, ce qui n'est pas partout le cas, le candidat est placé sur une rampe de lancement, la fameuse tenure track. Au terme d'une période variable, mais généralement de 6 à 7 ans, il est confirmé dans son poste et seulement alors il devient titulaire du poste en question. S'il n'est pas confirmé, et il est généralement alerté vers la 4e année, donc avant la fin de son contrat, il doit partir et il part à la recherche d'une autre affectation. En France, cette période probatoire n'existe pas. Cette garantie immédiate d'emploi à vie a un effet bénéfique. Assuré de conserver en poste, le chercheur, en France, a toute liberté de s'exprimer, ce que n'ont pas forcément les universitaires en poste dans les établissements étrangers, qui peuvent redouter le verdict de leurs collègues à la fin de la fameuse tenure track, où ils risquent de ne pas être titularisés. Pourtant, et c'est une deuxième singularité du système français qui n'aura échappé à personne, en France, le discours des universitaires, ceux-là même qui jouissent d'une liberté illimitée de parole, ce discours dont est extraordinairement homogène. Dans beaucoup de domaines scientifiques, se lit une gigantesque pensée unique, à tel point que les rares établissements où s'entend un autre discours, où s'entend un discours discordant, sont clairement identifiés. Je peux par exemple nommer la Toulouse School of Economics, mais j'aurais du mal à en nommer d'autres. Dans les autres établissements, en effet, on stigmatise le marché, la mondialisation, l'entreprise privée et on magnifie l'intervention de l'État, l'intervention publique. Comment expliquer la puissance sonore de ce discours unique sans équivalent dans les autres pays où l'enseignement supérieur est pris au sérieux? Les causes de ce discours unique sont doubles. La première cause est l'endogamie du secteur. On s'y rencontre, on s'y marie, on s'y reproduit, on s'emploie à ce que ses propres enfants suivent le même parcours. Combien de normaliens sont eux-mêmes fils et fils de normaliens qui étaient eux-mêmes fils et fils de normaliens? La reproduction sociale est donc quasiment parfaite et elle paraît même naturelle, puisque la transmission du titre scolaire est citoyenne, elle est démocratique, elle l'est car elle est inscrite dans la logique des concours de la fonction publique. Cette captation d'un bien public a bien entendu ses partisans, ils sont nombreux. Les initiés, remarquez, ne s'en plaignent pas, qui connaissent, eux, toutes les combines pour mettre leurs enfants dans les bons lycées, les plus sélectifs si possible, les bonnes classes préparatoires aux grandes écoles, les plus sélectives possibles. Tout est ici éminemment stratégique, j'allais dire sordide, mais tout est citoyen en diable, ce qui donne évidemment une très bonne conscience aux insiders de ce marché du titre scolaire. La deuxième cause de cette monotonie idéologique et du déclassement de nos universités est le mode de recrutement des universitaires. Les conditions de recrutement en France sont dans l'ensemble peu sérieuses, suite à un entretien oral bâclé, une quinzaine de minutes en moyenne, face à un jury autonome, dont on ignore les noms et qui sont sous-informés sur le profil du candidat qui se présente devant eux, et qui accorde généralement une priorité aux locaux, c'est-à-dire que le régional de l'étape a une plus grande probabilité d'être recruté dans la machine universitaire que le candidat lointain. Ailleurs,
Que se passe-t-il ailleurs? Ailleurs, j'entends dans les bonnes universités. Mais écoutez, c'est simple. D'abord, ces universités traquent leurs candidats sur un planisphère. Elles publient les annonces d'ouverture de postes à pourvoir dans des journaux à forte circulation, la Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne, la NZZ en Suisse, aux États-Unis dans le Chronicle of Higher Education, sur des sites spécialisés. Bref, manifestement, ils cherchent à aimanter les meilleurs sur l'ensemble du globe, sans considération pour leur âge, sans considération pour la couleur de leur peau, ni de leur sexe. Quelles sont les auditions? Ensuite viennent effectivement l'écoute des personnes qui ont été présélectionnées. Les élus se retrouvent sur ce qu'on appelle une shortlist, en général 3 à 5 personnes qui sont invitées sur le campus. Elles sont invitées séparément sur le campus, elles y font à la fois un cours, elles y donnent ensuite un séminaire de recherche. Le tout généralement se produit sur 2 jours, le tout aux frais évidemment de l'établissement recruteur. Là encore, la France détonne. Là encore, la France affiche sa singularité. Ici, il n'y a pas de campus tour, ça n'existe pas, mais de surcroît, tout recrutement en France passe préalablement par le prisme d'un organisme composé d'universitaires que l'on dit essentiellement médiocres, élus sur des listes syndicales sans possibilité de panachage. J'ai bien entendu nommé le Conseil national des universités, le CNU, organisme de 1500 universitaires qui veille sur le saucissonnage du savoir scientifique français en 52 grandes disciplines, plus les spécialités médicales. Les prérogatives de ce Conseil national des universités sont exorbitantes. Les prérogatives du Conseil national des universités sont exorbitantes. D'abord, le CNU qualifie ou ne qualifie pas quiconque ambitionne un poste s'ouvrant dans l'une des 85 universités françaises. C'est le CNU qui décide sur des critères extrêmement flous, qu'il ne renseigne pas, qui est apte ou qui n'est pas apte à seulement candidater sur un poste universitaire. Moins de 10 000 qualifications ont ainsi été délivrées par le CNU en 2010, à comparer aux 21 000 candidatures qui avaient été reçues. On retiendra donc qu'un candidat sur 2 à la qualification se voit retourner son dossier. Dossier composé d'incongruités, par exemple on demande à pouvoir relire la thèse, ce qui est une aberration, et de manques qui sont sidérants. Ainsi sont rejetées les lettres de recommandation qui sont elles essentielles dans toutes les grandes universités étrangères. Ensuite, toujours dans le même brouillard, c'est le CNU qui supervise les promotions de carrière de ceux qui sont devenus titulaires. C'est encore le CNU qui participe à la distribution des primes ou encore des congés sabbatiques. Et comme si cela ne suffisait pas, le CNU demain va évaluer le travail des 56 000 enseignants-chercheurs, professeurs, maîtres de conférences, assistants, qui constituent l'université française. Dans aucun autre pays, l'État, ici en l'occurrence le ministère de l'Enseignement supérieur, n'a concédé de tels pouvoirs à des gens qui sont d'abord des élus sur des listes syndicales et de surcroît rarement les représentants de l'excellence scientifique dans leur discipline. Le premier responsable de la chute de l'enseignement supérieur français n'est pas le manque de moyens financiers, comme on peut l'entendre ici et là de manière incantatoire, mais le Conseil national des universités. Non seulement le Conseil national des universités prive les universités françaises de la liberté d'auditionner librement les candidats qui pourraient intéresser ces établissements, comme cela est l'usage ailleurs, mais de surcroît, le Conseil national des universités exerce une fonction idéologique. Pour faire court, le CNU irradie dans l'ensemble de la science française une idéologie totalement archaïque à l'égard 1. de la langue anglaise, 2. du marché et de l'entreprise. Parmi les combats nocifs que mène le CNU, il faut d'abord citer celui contre la langue anglaise. De nos jours, la science, dans quasiment toutes les disciplines, s'écrit en anglais. Peut-être en chinois dans 40 ans, mais pour l'instant, l'anglais domine. Le CNU, dans l'expertise qu'il exige de fournir dans le cadre de la qualification, ne veut lire que des textes écrits et publiés en français. Traquant l'anglais, le CNU enfonce surtout les chercheurs français dans un exceptionnalisme franchouillard qui achève de les marginaliser au plan international.
Le français est une très jolie langue, comme le sont le hongrois, comme l'est le moldave, mais c'est une langue qui est scientifiquement morte, hormis dans le champ des mathématiques. Refuser de l'admettre est la preuve de son ignorance. Deuxièmement, le deuxième grand terrain de chasse du Conseil national des universités sont les profils atypiques. Qu'est-ce qu'un profil atypique pour un pur universitaire français ? Eh bien, c'est un chercheur qui certes publie, c'est un chercheur qui certes a écrit puis soutenu sa thèse, mais qui, pour son malheur, est passé par l'entreprise, voire qui continue d'y travailler. Pour le CNU, l'entreprise, notamment l'entreprise privée, est l'antre du diable. Quel contraste avec les universités allemandes ou britanniques, où le fait d'avoir eu un lien avec l'entreprise privée, avec le marché, est au contraire une aubaine pour les établissements supérieurs quand ils recrutent un nouveau professeur. Là où l'École polytechnique fédérale de Zurich, 21 prix Nobel au compteur, encourage tous ses professeurs à travailler un jour par semaine dans et pour l'entreprise privée, en France, pour le CNU, ce rapprochement avec l'entreprise privée est une marque d'infamie. Hormis deux sections, dont le groupe 9 et qui sont la section génie informatique et énergétique génie des procédés, toutes les autres sections du CNU, soit 50, s'appliquent à traquer l'hérétique. On retombe là dans le travers qui a été vu plus haut, à savoir l'idéal type du professeur du supérieur en France est né dans une famille de profs, se mariera à une prof, engendrera des profs qui deviendront évidemment tous profs dans le secteur public, cela va sans dire. Tout incartade dans l'entreprise, autrement que pour y faire des ménages, et les juristes et les économistes en font beaucoup, est une apostasie qui se paye d'une exclusion sans retour. Je terminerai en disant que le CNU n'est pas qu'un machin bureaucratique de plus en France qui en compte déjà beaucoup. Le CNU est en effet au cœur de la machine universitaire française, que l'ancien gouvernement avait souhaité, et à juste titre, mettre au centre du dispositif scientifique national. Or, aussi longtemps que le CNU encalminera l'enseignement supérieur, cet enseignement supérieur pataugera dans la médiocrité scientifique. La médication pour notre enseignement supérieur passe par le benchmarking, par la nécessité d'aller voir à l'étranger comment ça marche et de s'en inspirer. Et quand je dis l'étranger, je ne dis pas seulement les États-Unis. Et enfin, de la nécessité absolue de se départir de ce provincialisme qui nous fait croire que le monde entier nous enviait, qu'il y aurait une exception française vertueuse dans l'enseignement supérieur. C'est faux, ça n'existe pas. Il est temps de réagir alors que nous coulons sans jamais nous départir d'une incroyable arrogance. Je vous remercie.